Bonjour à tout le monde. On va commencer notre session, la session recommandation ESC. On va discuter des valvulopathies et des dyslipidémies. Je suis Alexandre Michy, cardiologue à Châteauroux. Je me permets juste de vous rappeler que vous pouvez poser des questions par l'intermédiaire de l'application. Vous pouvez aussi voter la session. Sans retarder trop, je me permets de présenter professeur Alec Vagnan, qui ne présente même plus de présentation, et mon collègue Dr Cohen-Rémy de Jeucigny. Je laisserai la parole au professeur Vagnan pour introduire le premier orateur. Écoute, merci de l'invitation, merci de l'opportunité de discuter avec vous une fois de plus des nouvelles guidelines de la Société européenne de cardiologie. Bon, les guidelines, c'est quelque chose qui naît quand les auteurs griffouillent, etc. Mais ça naît réellement quand c'est publié, quand c'est discuté. Et là, on est dans la phase initiale. C'est un beau bébé, on est assez content, mais enfin, il crie un peu la nuit et il faut parfois lui faire la leçon. Alors, on va avoir le plaisir d'avoir la présentation de ces guidelines par Christophe Cossin, qui va nous raconter ce qu'il en a tiré. Alors, Christophe, parole est à toi. Merci, Alec. C'est un grand honneur pour moi de les présenter, surtout que tu les as reviewés. Et donc, tu as embêté tous les auteurs de la même façon qu'ils t'avaient embêté en 2017 et 2021 pour titiller sur tous les mots et tous les petites consonances de phrases qui fait que les guidelines sont incroyablement précises. Alors, en chiffres, les recos, donc c'est l'évolution des recos de 2021. C'est un document qui fait 102 pages. Donc, je vais vous les faire page par page. Il y a 25 auteurs qui les ont rédigés et 52 reviewers. Et vous savez, quand on envoie un article, on envoie un ou deux reviewers et qui envoient 5-10 questions un peu compliquées. Là, les 52 reviewers ont envoyé 350 questions en disant « mais t'as dit ça, mais t'es pas sûr, mais machin, etc. » Donc, c'est un travail titanesque. 1013 références. Et donc, il n'y a aucune phrase du document qui ne fait pas référence à un article publié. C'est ça, hein? Alors, il y a eu des éléments de mise à jour par rapport à 2021. Ça concerne la Heart Team, ça concerne l'imagerie multimodale, ça concerne l'intervention dans le RA asymptomatique. Il y a des variations sur le choix du TAVI avec la chirurgie qui sont assez importantes. Des avancées sur l'insuffisance mitrale primaire, secondaire. Un chapitre plus étoffé sur l'insuffisance tricuspide. Voilà, et puis des données sur les antithrombotiques. Donc un des principes, mais qui était déjà élaboré dans le document de 2021, c'est l'approche globale au sein d'une Heart Team et d'un Heart Valve Center. Et le Heart Valve Center est défini comme une institution cardiologique et de chirurgie cardiaque qui est capable de traiter les patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un TAVI au milieu de la nuit ou un MitraClip au milieu de la nuit? Eh ben, c'est en tout cas ce qui est suggéré. Il faut avoir des réunions régulières, un haut volume d'activité pour l'hôpital et pour les opérateurs, des expertises multimodales et des programmes d'éducation. Le Heart Team doit comprendre des électrophysiologistes, des chirurgiens cardiaques, des spécialistes d'insuffisance cardiaque, des cardiologues interventionnels, bien sûr, des cliniciens, et puis d'autres membres, comme des gériatres, des coordonnateurs, etc. Donc c'est vraiment une approche qui est bien définie. Et là, donc à côté, vous avez notre salle de réunion qui est bien avancée. Des éléments aussi sur l'imagerie multimodale. Donc le Heart Valve Center
doit maîtriser tous les éléments d'imagerie multimodale. Donc, il n'y a pas que l'écho, mais il doit y avoir des spécialistes d'échographie transœsophagien, des spécialistes de scanner, des spécialistes d'IRM, et donc qui doivent discuter ensemble du patient. Et ensuite, on doit mettre le patient au cœur de la décision. Et donc, vous voyez, on discute tous ensemble, et à la fin, on décide avec le patient. Ça a un peu évolué par rapport aux recommandations HAS de 2008, je crois, où c'était écrit « Le refus du patient de la chirurgie ne doit pas faire prescrire un TAVI ». Donc vraiment, le patient est au cœur de la décision. Dans les centres valvulaires de haut volume, on doit pouvoir, enfin, les procédures complexes doivent pouvoir être faites dans les centres de haut volume. Alors, elles sont listées, ligne après ligne. Donc, vous voyez, les TAVI difficiles, les valves bicuspides, les calcifications sévères, les insuffisances aortiques, les valves in-valve. Côté donc structurel, mais aussi côté chirurgical, avec les procédures mini-invasives, les procédures complexes, multivalvulaires, etc., les procédures de Ross. Les chirurgies d'endocardite doivent être faites préférentiellement dans les centres valvulaires de haut volume. Alors, on va passer à la description valve par valve. Et donc, là, c'est pas vraiment nouveau, mais je pense que c'est pas mal de le redire. C'est l'algorithme de la sévérité du rétrécissement aortique. Donc, on passe par un gradient qui est à plus que 40 de gradient moyen et une Vmax à plus que 4. Une surface aortique dont le cutoff est de 1 cm² ou 0,6 cm² par mètre carré. On a un cutoff de fraction d'éjection pour définir les rétrécissements aortiques à fraction d'éjection conservée ou altérée. Et on a un élément qu'on ne trouve pas très souvent dans les comptes rendus d'échographie, mais qui est capital quand on a des discordances entre le gradient et la surface, qui est le volume d'éjection systolique indexé, défini à 35. Et une fois qu'on a tous ces éléments-là, on doit, et qu'on n'arrive toujours pas à trancher, on a deux éléments supplémentaires, le score calcique valvulaire, 1200 pour les femmes, 2000 pour les hommes, donc plus que 2000 au terme de tout ça. Hein. C'est-à-dire que si à la première ligne, vous avez un rétrécissement aortique serré concordant, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais dans les cas difficiles, et puis l'écho d'obus avec la surface aortique qui reste inférieure à 1 cm² sous écho d'obus avec la présence d'une réserve contractile. Donc à partir de là, on classe les patients avec un rétrécissement aortique sévère ou un rétrécissement aortique non sévère. Une implémentation nouvelle qui est l'objectivation de la coronaropathie avant dans le cadre de l'évaluation du rétrécissement aortique. Donc on nous dit qu'on n'est pas obligé de faire la coro si le scanner montre de bonne qualité, montre l'absence de sténose. Et puis aussi un autre élément qui est nouveau, qu'on n'avait pas de façon aussi claire, c'est à quel moment est-ce qu'on doit dilater un patient avant un TAVI. Et bien là, c'est assez clair, c'est une recommandation 2A. C'est à partir du moment où il y a une lésion de plus de 90% sur une artère qui est fait moins que 2,5 mm. Un petit nouveau aussi, c'est l'insuffisance aortique. Donc dans les recos que tu avais écrits en 2021, Alex, c'était une ligne dans le texte. Et là, ça s'est upgradé avec des éléments qui sont plus des registres. Et donc la capacité chez les patients qui ont une insuffisance aortique symptomatique non éligible pour la chirurgie, donc on n'est pas du tout dans le même chapitre que le rétrécissement aortique, si l'anatomie est faisable, eh bien on peut faire un TAVI en recommandation 2B. Alors avec ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, on utilisait les valves de TAVI et qui avaient la fâcheuse tendance dans 10-15% à emboliser, puisqu'il n'y a pas d'accroche dans l'insuffisance aortique. Et donc, on bricolait des trucs. Et maintenant, il y a une valve qui a le marquage CE, mais pas encore le remboursement, et qui est dédiée pour les insuffisances aortiques, avec comme
limite de ne pas dépasser 28,5 mm d'anneau. Donc voilà, les insuffisances aortiques ont plutôt des anneaux un peu plus élevés. Donc on n'est pas encore complètement arrivé, mais il y a une étude actuellement lancée qui randomise dans le haut risque le TAVI versus la chirurgie dans l'insuffisance aortique. Une nouvelle reco qui fait, on va dire, beaucoup de bruit, et c'est peut-être l'élément central du document, c'est dans le rétrécissement aortique asymptomatique. Jusqu'à présent, on faisait les rétrécissements aortiques symptomatiques ou faussement asymptomatiques, mais là, c'est les vrais asymptomatiques, donc qui ont une épreuve d'effort satisfaisante avec une augmentation de la pression artérielle, qui ont un haut gradient, plus que 40, une fraction d'éjection normale. Eh bien, c'est une alternative. Le TAVI est une alternative, ou la chirurgie est une alternative à une surveillance active. Et donc, il y a 2-3 études randomisées qui vont dans ce sens. Et la dernière, c'est celle Early TAVR, qui a été publiée dans le New England cette année, et donc qui montre un bénéfice d'une prise en charge précoce du TAVI, mais qui se fait surtout au détriment, enfin même exclusivement au détriment des hospitalisations. Et donc c'est un critère composite qui comprenait le décès, l'AVC et les hospitalisations non programmées. Donc ce critère composite est positif en faveur du TAVI, mais pas sur les AVC ni sur les décès. Donc à prendre en compte, on va pouvoir le discuter. Il y a plusieurs éléments pour, et en tout cas à prendre en compte au niveau national, puisqu'il y a beaucoup de rétrécissements aortiques serrés asymptomatiques. Est-ce qu'on va les absorber au détriment des rétrécissements aortiques symptomatiques et donc surcharger nos salles, ou est-ce qu'il faut différer un peu? Enfin voilà, est-ce qu'il faut... ça fait partie des discussions à avoir dans les instances dirigeantes. Là, la bicuspidie aortique est aussi sortie des recommandations, enfin entre dans les recommandations. Et donc le TAVI peut être considéré chez les patients à risque augmenté si l'anatomie est faisable. Là, vous avez par exemple une calcification qui est très sévère en regard du tronc commun chez un patient qui était jeune. Eh bien, c'est clairement une indication de chirurgie, avec effectivement ce que trouve le chirurgien. Eh bien, cette calcification massive qui est en face du tronc commun. Et voilà, on voit pas bien comment un TAVI peut bien se comporter dans ce cas-là. Mais en tout cas, le TAVI, la bicuspidie est traitée vraiment à part, de la même manière que l'insuffisance aortique. Alors, TAVI ou chirurgie, là aussi, il y a des éléments qui évoluent. Dans les recos de 2021, c'était un peu compliqué. L'âge était fixé à 75 ans, avec des scores de risque élevés. Et là, on a évolué, probablement sur l'arrivée des suivis à long terme des études TAVI qui montrent qu'à 8 ans et même à 10 ans, le bénéfice du TAVI se poursuit de la même manière que la chirurgie. Et donc là, le cut-off est fixé à 70 ans. Plus que 70 ans, si l'anatomie est faisable, on fait un TAVI. Moins que 70 ans, si le risque chirurgical est bas, on fait de la chirurgie. Entre les deux, on discute. Et on met aussi à part le TAVI non fémoral, qui doit être considéré chez les patients qui sont à haut risque chirurgical ou non accessibles à la chirurgie, et chez qui l'accès fémoral n'est pas accessible non plus. Donc on sort du rétrécissement aortique et du TAVI plusieurs éléments qui n'étaient pas aussi bien définis en 2021, que sont l'insuffisance aortique, le RAC symptomatique, l'âge à 70 ans, l'insuffisance aortique et le TAVI non fémoral. Donc c'est vraiment des éléments qui sont bien sortis et bien définis. Voilà la même chose avec un schéma et un autre élément qui est le lifetime management, c'est-à-dire que quand on a un patient, on doit considérer
ce qui va se passer dans le futur. Donc on n'a pas spécialement de boule de cristal, mais il faut qu'on ait à l'idée que si le patient doit être opéré après un TAVI, c'est quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus à risque. Et donc on doit peser le risque coronaire d'un redo TAVI ou d'un redo chirurgie. Voilà pour le rétrécissement aortique. Alors sur l'insuffisance mitrale, donc sont toujours définies l'insuffisance primaire et l'insuffisance mitrale secondaire. Et donc voilà les principaux chapitres de nouveautés. La chirurgie de réparation reste l'élément clé si on peut le faire dans des centres à haut volume, mais avec une nouvelle recommandation pour les patients asymptomatiques. Et donc on élargit la chirurgie chez les patients asymptomatiques qui n'ont pas forcément de dysfonction VG. La chirurgie mini-invasive est décrite et rentre dans les recommandations en classe 2B si elle peut être faite, pareil, dans des centres expérimentés. Et le TER, donc c'est le clip mitral, en classe 2A pour les patients qui sont symptomatiques avec une insuffisance mitrale sévère. Donc elle prend un grade. Donc voilà ce que je viens de dire sur les recommandations. Donc ça reste pareil. Il y a le volume télésystolique indexé qui apparaît à plus que 20 mm par mètre carré. Et donc chez les patients asymptomatiques qui ont un début de dilatation VG, là c'est une classe 1 pour la chirurgie, ou qui ont une fraction d'éjection inférieure à 60%, ça y était déjà. Ce qui est nouveau, c'est ça, chez les patients qui n'ont pas de dilatation VG, qui n'ont pas de dysfonction VG, mais qui ont 3 des 4 éléments suivants: la fibrillation auriculaire, la pression artérielle pulmonaire élevée, la dilatation de l'oreillette gauche ou une insuffisance tricuspide concomitante. S'il y en a 3 des 4, c'est une classe 1 pour l'opération. Donc on déporte vraiment chez les patients asymptomatiques. Voilà, je vais avancer un peu. Donc, l'algorithme de décision par rapport à l'insuffisance mitrale primitive, s'il y a des symptômes, un risque chirurgical faible, il n'y a pas de discussion, c'est une classe 1, on fait la chirurgie, et si on peut faire une plastie, c'est une classe 1. Si le risque chirurgical est élevé et s'il y a des critères d'éligibilité échographique, on fait un clip mitral, un transcathéter H2H repair, et c'est une classe 2BB. Et évidemment, si le cas est futile, c'est-à-dire une espérance de vie, une amélioration de la qualité de vie qui ne va pas être significative, on passe aux soins palliatifs. Un petit mot sur l'insuffisance mitrale aiguë, avec une recommandation 2B dans les deux situations, chirurgie ou clip mitral, sur des patients qui sont d'emblée un peu fragiles. Quand il n'y a pas de symptômes, et c'est là que le chapitre s'hypertrophie, la fraction d'éjection moins de 60, le diamètre du VG élevé, c'est une chirurgie en classe 1B. S'il y a 3 de ces 4 critères-là, c'est une réparation en classe 2A. Si un nouveau critère, s'il y a de la fibrillation auriculaire ou une pression artérielle pulmonaire supérieure à 50, c'est une classe 2A pour la chirurgie. Et si l'oreillette gauche est dilatée ou le VG est à plus que 55, si on peut faire une réparation, c'est une classe 2A. S'il n'y a pas tous ces critères-là, on fait un suivi et une écho et tout un bilan tous les 6 mois. Un petit nouveau aussi, c'est le TMVI, donc Transcathéter Mitral Valve Implantation, dans le MAC, Mitral Annulus Calcification. Donc il y a des nouveaux acronymes qui apparaissent dans les recos. Et donc c'est 2B chez les patients qui ont une dysfonction mitrale sévère dans les centres à haut volume et qui sont très symptomatiques. Donc en classe 2B, on peut faire un TMVI.
Donc avec les valves de TAVI qu'on détourne ou avec de plus en plus les nouvelles valves qui font leur apparition, les valves dédiées. L'insuffisance mitrale secondaire sévère, donc un chapitre complet dessus. Donc la priorité absolue, c'est l'optimisation du traitement médical dans un premier temps, au maximum, avec les 4 fantastiques, etc., et des réévaluations permanentes. Et on a une classe 1A pour le clip mitral, si l'insuffisance mitrale reste symptomatique et sévère après l'optimisation du traitement médical. On distingue aussi deux, et ça c'est nouveau aussi, deux insuffisances mitrales fonctionnelles d'origine atriale et d'origine ventriculaire. C'était pas décrit comme ça dans les précédentes recos. Et donc une classe 1A pour l'insuffisance mitrale ventriculaire et une classe aussi de recommandation pour les insuffisances mitrales atriales, plutôt chirurgicales. On va voir comment on fait en pratique. Et on y ajoute à cette chirurgie, si le patient est opéré, la fermeture de l'auricule et l'ablation de fibrillation auriculaire péropératoire, si c'est justifié. Donc voilà comment ça se passe. Insuffisance mitrale symptomatique. On distingue ventriculaire, atriale. On optimise le traitement médical. Du coup, pour l'insuffisance mitrale atriale, c'est plutôt le traitement de la fibrillation auriculaire. Pour l'insuffisance mitrale ventriculaire, optimisation médicale et CRT. S'il persiste des symptômes, s'il n'y a plus de symptômes, on s'arrête là. S'il persiste des symptômes, côté ventriculaire et côté auriculaire, donc la chirurgie en classe 2A côté auriculaire, le clip en classe 1 côté insuffisance mitrale ventriculaire. Donc c'est un élément important. Donc si vous avez les patients qui gardent une insuffisance mitrale malgré traitement optimal, eh bien c'est une classe 1 pour le clip mitral. La valve oubliée n'est plus oubliée. Donc l'insuffisance tricuspide est reconnue. Il y a une évaluation multimodale et donc une stratification du risque avant l'intervention. Et donc tout un process encore plus sévère que pour l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Donc une évaluation, le mécanisme, le cathé droit obligatoire, la faisabilité anatomique des différents outils, le TriScore, donc qui évalue le risque chirurgical des insuffisances tricuspides isolées. Et donc voilà comment ça se passe en pratique. Donc le patient qui a son insuffisance tricuspide, la première chose, est-ce qu'il a besoin d'une chirurgie d'une valve gauche ? Si oui, on a des critères pour faire l'intervention, donc qui sont assez compliqués, mais à partir de l'insuffisance mitrale modérée ou une dilatation de l'anneau tricuspide à plus que 40 mm ou plus que 21 mm par mètre carré, on s'occupe du patient de son insuffisance tricuspide en même temps que la chirurgie. Chez les patients qui n'ont pas besoin de chirurgie de valve gauche dans le même temps, eh bien, il y a une évaluation de l'étiologie, il y a une évaluation du mécanisme. Si c'est un mécanisme ventriculaire avec une hypertension artérielle pulmonaire précapillaire, c'est le traitement médical. On ne cherche pas à corriger l'insuffisance tricuspide. Si le patient est symptomatique et qu'il est accessible à la chirurgie avec le TriScore, on l'opère. Et d'ailleurs, depuis qu'on fait du clip tricuspide, on n'a jamais opéré autant de valves tricuspides isolées, parce que finalement, les patients sont accessibles à la chirurgie. On évalue la fonction ventriculaire droite, et donc il faut y aller pas trop tard, pas une fois que la fonction ventriculaire droite est complètement altérée et que le patient ne va pas récupérer. Donc voilà ce que je viens de dire. Voilà sur l'IT isolé, donc la chirurgie en classe 1 pour l'IT isolé, sévère, qui est symptomatique sous traitement médical. Chez les patients asymptomatiques qui ont un début de dysfonction ventriculaire droite ou une dilatation de l'oreillette droite,
sans dilatation de l'oreille droite, pardon, en classe 2A. Et ce qui est nouveau, c'est l'accession remplacement percutané, à la correction percutanée chez les patients qui sont symptomatiques avec une IT sévère, qui ne sont pas éligibles à la chirurgie, qui n'ont pas d'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire, donc l'importance du cathé droit, et donc aussi l'importance du TRI-score, donc qui évalue le risque chirurgical. Et donc il faut aller pas trop tôt, mais pas trop tard non plus, proposer les patients sur les insuffisances tricuspides isolées. Voilà, je vais peut-être avancer vite sur le valve mécanique, valve biologique, et sur les anticoagulants. Donc pas d'anticoagulants directs sur les valves mécaniques. Pas de double antiagrégation plaquettaire non plus isolée. Une petite nouveauté qui est bien décrite, donc plus de double antiagrégation plaquettaire sur le TAVI. C'est une simple antiagrégation plaquettaire d'aspirine en classe 1A, puis après on ne sait pas. Et donc voilà la synthèse de tout ce que on a dit. Donc principalement le RAC asymptomatique, la différenciation IM fonctionnelle, atriale et ventriculaire, la chirurgie combinée avec l'occlusion de l'auricule et de la fibrillation auriculaire, et puis la valve tricuspide où il ne faut pas hésiter à y aller, probablement en plus. Et donc là, on a notre Art Team interventionnel écho, c'est que les échographistes interventionnels, avec Alain Diby, qui est un des membres éminents, qui est notre concepteur de valve. Donc c'est autre chose. Donc il est en train de faire une valve tricuspide. Et donc nos échographistes, vous les connaissez pour beaucoup. Christelle Diakov, Rania Amara, Alain Bérébi, Sophie Ribérol, Tania Puskas. Voilà, je vous remercie. Ok, ben écoute, merci beaucoup Christophe. Tu as quand même réussi à nous parler de ce petit sujet dans les temps. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Christophe? Je suis sûr que vous en avez. Profitez-en. Monsieur. Parce que lire... Oui, il y en a une. Enfin, j'en vois qu'une, en tout cas. Si vous avez des questions, posez-les à Alec directement. Oui, merci. Si je me trompe pas, le niveau de recommandation pour le MitraClip dans l'IM secondaire ventriculaire est de classe 1. Ouais. Et je crois que le TriClip dans l'IT ventriculaire est de grade inférieur. Alors, dans l'IT, pourquoi la différence? Et ventriculaire sur une HTAP précapillaire, c'est pas du tout la même maladie. C'est-à-dire, c'est pas l'IT qui est à l'origine du problème du patient, c'est son HTAP précapillaire, et il faut surtout pas corriger l'insuffisance tricuspide. C'est ça, Alec. Hein. Oui, absolument, absolument. Non, mais je crois que l'insuffisance tricuspide. Merci les docteurs, hein. Ça a été quand même revisité et on peut féliciter l'équipe de Rennes et tous les investigateurs français qui ont fait un très bel essai qui heureusement a pu rentrer dans les guidelines in extremis, mais on a maintenant des essais pour montrer une certaine efficacité, mais comme tu l'as dit, ça joue pas sur la mortalité, ça fait du bien aux patients. Finalement, c'est quand même important pour nous, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Christophe? Oui, j'ai deux questions. Donc, merci pour la présentation. Alors, quand je révisais un petit peu les recommandations, moi, on m'a posé une question justement sur le TRI-score qui est vraiment rentré dans ces recommandations. Et merci donc à l'équipe française. La question, c'était de savoir, donc, on l'a vu, j'ai vu dans tes diapositives, mais je voulais savoir précisément à quel moment il faut partir. Ou à quel moment il ne faut pas partir. Parce que finalement, quand on regarde bien le TRI-score, on donne les probabilités et tout. 50% du risque chirurgical et tout. Donc, selon toi, à quel moment il ne faut pas partir? Le TRI-score a été calculé rétrospectivement et validé prospectivement chez les patients qui ont une insuffisance tricuspide, et c'est le risque chirurgical qui est défini. Donc, c'est des critères simples, hein, c'est l'âge, la bilirubine, etc. Donc, ça se fait en 2 secondes. Et donc, vous l'avez ici, le TRI-score. Donc, c'est la prédiction de la mortalité post-chirurgicale. Donc, quand il est entre 0 et 3, ça va jusqu'à 5% de mortalité. Donc, c'est tout à fait acceptable. À partir du moment où il est à 4, 5, 6, 7, vous voyez que ça monte en flèche. 8, 14, 22, 34%. Donc, la chirurgie à 34% de mortalité,
on réfléchit beaucoup, et donc on commence à être trop tard dans le rouge. Et donc, voilà, c'est autour de 5-6, on a l'impression qu'il faut y aller, 4, 5, 6, si on a ces patients-là. Et comme c'est des techniques nouvelles sur les techniques percutanées, on n'a pas envie d'y aller trop tôt et de faire de l'expérimental chez des patients qui vont pas si mal. C'est un peu ça. Donc pour l'instant, on n'a pas d'études qui disent « vas-y ». Donc c'est le calcul du Heart Team qui dit voilà, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on fait plutôt un triclip quand on est à 6-7 ou est-ce qu'on fait une chirurgie quand on est à 5. Voilà, c'est la décision multidisciplinaire qui fait. Merci. Juste une deuxième question. Vous avez le droit à 2 questions. Oui, absolument. Merci. Donc pour le mitral clip, on a bien des critères anatomiques et tout. Pour l'insuffisance mitrale primitive. Mais maintenant, quand vous voulez faire le choix entre mitral clip et TMVI, par exemple, pour l'insuffisance mitrale primitive, vous vous basez sur quels critères? Alors, TMVI, chez les patients qui n'ont pas de MAC, qui n'ont pas d'accroche, on n'est pas du tout dans la même catégorie de patients. Le TMVI, il y a des valves dédiées, il y en a une qui vient d'avoir le marquage CE et qui ont un niveau de preuve proche de 0, c'est-à-dire il n'y a pas de randomisation, c'est juste, il y a 250 patients qui ont été faits, ça se passe plutôt pas mal, ça coûte 30 000 €, c'est pas remboursé. Du coup, on hésite un peu à le proposer en première intention en France en tout cas. Le clip mitral, c'est éprouvé, et quand on peut le faire, on le fait, ça marche, c'est remboursé, on le fait en routine, les équipes sont entraînées, etc. Donc c'est vraiment 2 chapitres un peu différents. Donc on choisit. Alors voilà, dans les centres valvulaires, il y a toujours un petit budget innovation pour faire les Tendyne qui se font par voie apicale, mais du coup on se rapproche quand même un peu de la chirurgie. Donc je pense que sur les prochaines recommandations, on aura des études randomisées qui nous diront si tu peux pas faire un clip, fais un TMVI avec une valve dédiée. Juste un petit mot, si tu es d'accord, Christophe. En accord, le TMVI, ça peut se faire. Je viens de le montrer il y a un petit moment, mais c'est quand même des malades particuliers. C'est pas l'insuffisance mitrale primitive, où quand on met un clip, ça m'ennuie beaucoup de dire un nom de firme. Enfin, quand on fait un traitement percutané, on a une réelle efficacité. Là, on s'adresse à une maladie systémique. Et les candidats avec des MAC, il faut bien les évaluer parce qu'il y a des problèmes locaux, notamment le septum, etc. Puis il y a la maladie générale, c'est des gens qui sont quand même pas tous frais. Donc ça demande vraiment une réflexion de l'équipe. Tu es d'accord là-dessus, Absolument. Et puis la technique en elle-même, il y a le risque d'obstruction de la chambre de chasse, c'est les petits VG, c'est souvent des RM. Voilà, techniquement, c'est ouais. C'est sympa. Enfin, moi, c'est des souvenirs, des bons souvenirs en tout cas. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est l'IT. Alors, on a beaucoup parlé de l'IT. On parle beaucoup de l'insuffisance tricuspide en ce moment. Mais c'est formidable de faire ça. C'est formidable. On a des méthodes transcathétaires qui s'améliorent, qui sont tout à fait intéressantes. Mais il faut quand même pas oublier que la bataille, à terme, on va la gagner si on regarde la tricuspide quand on traite quelqu'un qui a une insuffisance mitrale, une sténose mitrale, plus rarement une valvulopathie aortique, et si on fait le bon traitement combiné au bon moment. C'est là qu'on aura des résultats vraiment à long terme. Mais pour le moment, on doit faire face à cette population de malades, malheureusement, laissés pour compte parce qu'on les a ignorés trop longtemps. Et le dernier point, ça n'apparaît pas complètement dans les recommandations 1A, etc. Mais si tu lis le chapitre le plus important des guidelines, finalement, c'est les gaps in evidence. Tu vois que le grand problème qu'on a vis-à-vis des valvulopathies, c'est pas les progrès de l'interventionnel, tout ça, d'imagerie. Bien sûr, c'est formidable, ça. Mais c'est qu'on ne diagnostique pas assez les maladies valvulaires, parce que les malades, ils savent pas ce que c'est. Donc là, il y a un énorme travail pour augmenter le nombre de malades diagnostiqués, les diagnostiquer le plus tôt possible, tu l'as très très bien montré, et que la chaîne de prise en charge se mette en route. Et là,
en France, mais dans tous les pays européens, même nos amis américains, qui nous donnent d'excellentes leçons pour la gestion de conflits internationaux, eh bien, nos amis américains, ils font pas du tout mieux que nous. Donc, il faut absolument qu'on se mobilise tous, à commencer par les malades, les éduqués, les collègues généralistes et la communauté cardiologique pour plus de diagnostics plus précoces, et puis à nous de jouer après. Tu es d'accord là-dessus ? Oui. C'est pas moi. Donc, il y a du boulot en rentrant à la maison, hein ? Oui. J'ai juste une question. J'ai pas retenu le seuil pour dilatation pré-TAVI coronaire, c'est 90%. La coronarographie diagnostique. Oui, sténose de 90% sur Pourriez-vous des artères détailler un de peu plus que 2,5. Ce qui est un petit peu étonnant parce que moi, on m'avait appris avec la... Bon, on voit à peu près à quoi ça correspond quand on dit ça. On parle à tous les coronarographistes. Je la dilate pas. Une sténose de plus de 90% sur une artère de 2,5, ça veut dire qu'il reste plus que 0,2 mm. Et la rhéologie fait que la viscosité du sang peut pas passer. En fait, ça s'occlue quand c'est à plus que 90. Mais effectivement, je sais pas si tu as relu ça, Alec, là. Mais... Ah oui, forcément. Ouais. J'ai plus que ça à faire, relire. Alors, vas-y. Dis-moi. Mais une sténose de plus de 90%, c'est un concept qui est assez particulier. Ouais, mais enfin, c'est le concept qui a été utilisé dans l'étude randomisée qui a permis d'aboutir à cette recommandation qui est temporaire, entre guillemets, parce qu'il y a des études en cours, tu sais, comment les études randomisées qui vont nous aider. Et là aussi, dans le chapitre le plus important, Gaps in Evidence, on voit qu'on a quand même beaucoup de travail à faire encore dans ce domaine, mais que le bon sens joue, hein. Avant de passer à la session d'après, parce qu'on a un peu de retard, j'ai une dernière question, Christophe. C'est sur le RAC. Moi, je trouve que dans les recommandations actuelles, les points forts concernant le RAC, c'est 70 ans maintenant, c'est un âge qui apparaît. Mais avec des nuances quand même, tu l'as montré, c'est que c'est 70 ans avec tricuspide. C'est pas 70 ans pour tout le monde, c'est 70 ans sur une valve tricuspide. Et tu as parlé de cette notion de life management, donc de prévoir. C'est bien de faire un TAVI à quelqu'un, et de plus en plus jeune du coup maintenant, parce que tu as dit 70 ans, mais il faut quand même avoir cette perspective d'avenir. Et je voudrais juste te demander, toi du coup, à qui tu ne feras pas de TAVI. C'est-à-dire, les patients qui sont éligibles à un TAVI, chez qui tu ne proposeras pas de TAVI même s'ils ont 71, 72, 73 ans, parce que tu considères que plus tard, ça va être une galère. Donc... Alors, c'est principalement le risque coronaire, en vrai. Hein. C'est-à-dire les tout petits anneaux, les coronaires basses, où le redoute à vie va être compliqué. Si on peut les opérer en premier, c'est plutôt pas mal. C'est principalement ça le sujet. En sachant que dans 10 ans, quand ils vont dégénérer, dans 15 ans, on aura des techniques fabuleuses pour faire des redoutes à vie sans difficulté. Ça progresse à une telle vitesse, mais bon, en tout cas, là, on se doit de respecter les recommandations et donc les petits anneaux. En tout cas, expliquer aux patients que ça va être compliqué. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. On va passer à la session suivante, qui concerne donc les recommandations sur les dyslipidémies. Même congrès. Docteur Sabouret, tu vas nous faire une synthèse de ce qui s'est dit à l'ESC sur les guidelines. Et peut-être aussi, tu nous feras aussi une petite perspective et un petit recul sur... parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ces guidelines, mais quels sont les traitements qui sont réellement possibles d'utiliser en France particulièrement? Merci de m'avoir invité pour cette session du CNCH. Donc merci à Franck Albert auparavant et Walid Amara avec qui j'ai bien travaillé. Et bien sûr, je ne suis pas là pour faire ChatGPT, donc je vais vous faire une analyse critique des recommandations. ChatGPT fait ça très bien, sinon. Donc voici mes liens d'intérêt. Et je vais vous expliquer comment avoir des interventions moins difficiles, c'est-à-dire de ne pas avoir de coronaropathie. Donc, il n'y a pas une nouveauté sur le très haut risque. Le très haut risque, qui est-ce que c'est? C'est des patients qui sont en prévention secondaire ou des patients qui ont des multifacteurs de risque ou des patients insuffisants rénaux sévères. Tout ça, vous le savez parfaitement. Donc, pas de nouveauté dans ce domaine. La vraie difficulté quand on est en consultation en prévention primaire, c'est d'identifier les patients qui sont vraiment au risque et qui ont besoin de débuter un traitement par hypolipémiant et d'autres prises en charge, bien évidemment. C'est pas que le traitement hypolipémiant.
Et donc, le haut risque, vous le connaissez aussi, en sachant qu'il reste encore des recommandations. C'est pas parce qu'on a plus de 190 mg par décilitre qu'on est forcément une hypercholestérolémie familiale. Vous savez que le plus de 190 n'est pas suffisant dans le diagnostic de Deutsch. Mais c'est important. Alors, complètement artificiel, c'est le 180, 110 de pression artérielle, ça traîne toujours. On sait très bien que les patients sont traités et que c'est pas la problématique puisqu'on va les traiter pour baisser leur pression artérielle. Mais il y a des choses qui traînent un peu dans les groupes de reco parce qu'il y a des gens qui voient pas suffisamment de patients, à mon avis. C'est pas gentil, mais c'est vrai. Alors, après, on se fait plaisir. On a un catalogue qui s'appelle les Risk and Answers. Alors, les Risk and Answers, donc on se fait plaisir, mais c'est comme des facteurs importants à prendre en compte. C'est quand vous êtes en face d'un patient, vous leur dites, moi, une question que je pose très fréquemment dès le début, est-ce que vous avez des antécédents familiaux? Parce que des antécédents familiaux précoces, ça traduit une ambiance athéroscléreuse ou une ambiance thrombotique. Donc c'est fondamental, à mon avis, de vérifier déjà les antécédents familiaux. Ça va nous guider quand même pour le traitement. Et après, il y a des choses qui rentrent en place, ils n'ont pas tort, c'est de faire entrer le stress chronique ou les maladies psychiatriques. Les maladies psychiatriques sont pas bien prises en charge en cardio parce qu'il y a d'autres problèmes à gérer, mais malgré tout, le stress chronique ou les maladies psychiatriques, ça augmente le risque relatif de 2 à 2,5 selon les pathologies. Donc c'est important de ne pas les laisser, et ils sont pas toujours faciles à gérer, mais c'est important de ne pas les laisser comme ça. L'obésité, on en parle forcément. Parce que moi, quand j'étais à la Pitié, on me disait l'obésité, c'est un amas d'adipocytes, c'est pas un problème. En fait, l'obésité, c'est un état pro-inflammatoire, pro-thrombotique et donc pro-athérosclérotique. Donc l'obésité, faut en tenir compte à l'échelle individuelle. Et puis les maladies inflammatoires chroniques, moi j'aime bien parce que tout le monde s'en fiche en fait. C'est-à-dire que les spécialistes des maladies inflammatoires chroniques, ils sont fixés sur la maladie inflammatoire chronique, le Crohn, la rectocolite hémorragique. Et le cardiologue, il dit bon, cette maladie inflammatoire chronique, c'est pas notre business. En pratique, les maladies inflammatoires chroniques, on a des registres où ça augmente le risque de l'ordre de plus 20% à plus 60% selon le type de maladie inflammatoire chronique. Par exemple, le lupus avec atteinte d'organes et des poussées successives, c'est presque plus 60%. Par contre, la maladie de Crohn, qui n'a pas beaucoup de poussées, c'est plus 15%. Vous voyez donc. Mais c'est quand même intéressant de tenir en compte. Et puis, bien sûr, pour les femmes, tenir compte des ménopauses précoces, des ovaires polykystiques et des complications du péripartum. Et donc, finalement, les objectifs n'ont pas tellement changé. C'est toujours la même chose. Le très haut risque, on est en dessous de 55. Alors, ils ont ajouté, parce que quand même, il faut qu'on fasse un peu de nouveauté, le risque extrême, c'est en dessous de 40. Alors, le en dessous de 40, on a plusieurs études avec des PCSK9 inhibiteurs qui montrent que quand on se balade à 30 mg par décilitre, bah oui, c'est le LDL du nouveau-né, donc c'est probablement le LDL optimal. On ne va pas mettre toute la population sous PCSK9 inhibiteur, d'autant qu'on a des problèmes d'approvisionnement. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est bien d'être à 30 mg par décilitre. Ceci dit, moi qui ai participé, j'ai eu la chance de participer à toutes les études sur la Pitié, sur les PCSK9 inhibiteurs et de discuter au niveau de la Société européenne d'athérosclérose avec des gens qui ont travaillé aussi. Sincèrement, je pense que la personne qui récidive alors qu'elle a un LDL en dessous de 55 mg par décilitre, la problématique, c'est pas le LDL. Donc, qu'on arrive aux alentours de 30 spontanément, très bien. La personne qui a 50 mg par décilitre, qui récidive au niveau ischémique, je pense pas que de la passer à 30, ça va changer énormément son pronostic. Il faut plutôt chercher une autre cause à ces récidives. Alors, on recommande le score 2. Les patients âgés, c'est le score OP, All Patients. Tout ça, c'est très bien. Qui fait le score 2 dans la salle? Ok, vous êtes content? Vous êtes content? Donc le score 2, c'est super. Ça prédit pas bien les sujets jeunes, ça prédit pas bien les patients qui ont une maladie inflammatoire chronique, ça prédit pas bien les asiatiques, mais à part ça, c'est super. Donc moi, c'est mon point de vue personnel, c'est-à-dire qu'en pratique clinique, je mets de l'imagerie pour le risque intermédiaire. J'ai changé ma pratique complètement. Je n'ai pas déposé de plaque, soit sur le score calcique, soit sur le Doppler, qui est pas très compliqué, le Doppler athéromateux, ça commence au niveau des fémorales ou sur les carotides. Chez des gens qui ont un LDL élevé, tout le monde ne dépose pas la même chose. Et même dans les hypercholestéromies familiales hétérozygotes, le risque est hétérogène. Donc vous voyez, c'est compliqué. Il ne suffit pas d'avoir un LDL élevé, c'est haut risque, un LDL normal, c'est à bas risque. La preuve, on avait vu à la Pitié qu'il y avait presque un tiers des personnes qui avaient un LDL dit normal avant de rentrer pour syndrome coronarien aigu.
Donc quand vous rentrez pour syndrome coronarien aigu, c'est manifestement vous avez du potentiel à thromboser et que vous aviez de l'athérosclérose. Donc il faut agir avant, mais de façon intelligente. Et donc les scores, à mon avis, c'est très bien pour une approche populationnelle, mais l'imagerie en plus des scores, dans les risques intermédiaires, c'est très bien pour une approche personnalisée dont on parle tout le temps, et en même temps on veut une règle unique pour tout le monde, alors que tout le monde est différent. Et donc maintenant, quand on met une stratégie, sincèrement, vous faites ce que vous voulez, je vous donne juste les chiffres. Si vous voulez baisser de 30% le LDL cholestérol, ce qui ne va pas être suffisant pour stabiliser l'athérome, vous pouvez faire de la Fluva 80 ou de la Prava 40. Voilà, c'est des bonnes molécules. Et vous aurez baissé de 30%. Si vous voulez baisser d'au moins 50%, c'est ce qu'on demande pour stabiliser l'athérome, voire le faire régresser au cours du temps, c'est que les statines puissantes à forte dose, c'est-à-dire Rosuva ou Atorva, et ezetimibe, vous gagnez encore 20 à 25% et c'est bien toléré. Le nouvel entrant, c'est l'acide bempédoïque. L'acide bempédoïque, ça inhibe la TP-liase, donc ça joue sur la voie des statines aussi. Donc quand vous mettez l'acide bempédoïque avec les ezetimibe, vous avez 20 plus 20, 40%. Quand vous mettez l'acide bempédoïque avec une statine, vous baissez plus que de 15% parce qu'on agit sur la même voie de régulation. Donc il y a une espèce de compétition entre les deux. Et bien sûr, si on fait forte intensité statine, ezetimibe, on gagne 60%. Si on rajoute un PCSK9 inhibiteur, on gagne 60%. Si on ajoute l'inclisiran à la place du PCSK9 inhibiteur, parce que c'est des concurrents directs, l'inclisiran, on va gagner 50% avec une injection tous les 6 mois. Et puis il y aura d'autres entrants qui vont arriver. Mais pas encore, pas tout de suite. Et donc, finalement, ils ont mis un A pour les patients qui sont intolérants aux statines, ça c'est bien, mais l'intolérance aux statines, c'est pas n'importe qui, c'est pas la Torva 80 qu'on n'a pas toléré quand ils sortent de soins intensifs. L'intolérance aux statines, c'est au moins 2 statines, une hydrophile, une lipophile. Donc les hydrophiles, vous les connaissez, c'est comme la torvastatine. Une hydrophile, c'est par exemple la rosuvastatine. Et vous pouvez l'essayer à faible dose, c'est-à-dire 10 mg pour la Rosuva, et parfois vous êtes obligé de la faire 3 fois par semaine. Vous êtes obligé de reprendre 3 fois par semaine avec de l'ézetimibe tous les jours, qui est bien toléré. Et les PCSK9 inhibiteurs, ça vient vraiment chez les gens intolérants aux statines ou en prévention secondaire. Pareil pour l'acide bempédoïque. En prévention secondaire, c'est chez les patients qui ont plus de 70 mg par décilitre en prévention secondaire de LDL, avec dose maximale tolérée de statine et ézetimibe. Et donc, vous voyez que tout ça, c'est bien. Alors, la grosse discussion qu'on a, vous savez que depuis des années, moi, comme d'autres, on est vraiment pour que tout soit mis d'emblée avant la sortie de l'hôpital pour des raisons pratiques. C'est-à-dire qu'il y a l'étude Santorini. Alors, vous avez la recommandation, il y a la old school, qui est toujours présente dans les recommandations, qui dit « faut faire step by step ». Step by step, on fait une autre forte intensité de statine, on revoit 1 mois, on rediscute avec le patient, on discute, on met de l'ézetimibe, et puis on rediscute avec le patient au bout d'1 mois. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans la vie réelle. Et donc, on a fait l'étude Santorini où les gens sont suivis. Santorini, c'est des médecins volontaires, les patients sont volontaires. Il y a combien de patients équilibrés au bout de cette stratégie du step by step avec discussion, intensification ? 20%. C'est-à-dire qu'il y a 80% qui n'est pas la cible. Si avec ça on est content, moi je veux bien. Donc en fait, en pratique, pour des raisons d'inertie thérapeutique et d'organisation des soins, moi je pense qu'il faut faire passer tous les patients sous Atorva forte dose et ezetimibe avant la sortie. Rosuva, si vous voulez, et ezetimibe avant la sortie. Il faut checker à 1 mois, pas 3 mois, 6 mois, etc. Parce que entre-temps, à 3 mois, vous avez 10% d'événements récurrents ischémiques. Donc, vous checkez à 1 mois. À 1 mois, ça peut être en téléconsultation. Vous checkez la tolérance, bien évidemment. Vous réexpliquez les traitements parce que les patients sont sortis très vite du soin intensif. Donc, ils n'ont pas compris pourquoi ils prenaient tel et tel traitement. Donc, vous réexpliquez les traitements et vous checkez aussi les antiagrégants plaquettaires. Parce que comme ça, on peut gérer les nuisances bleeding, expliquer quelle durée, chez qui et pourquoi. Donc, il y a un effort éducatif, mais qui doit être fait par le cardiologue, à mon avis, parce que les médecins traitants ne sont pas suffisamment informés à donner l'information adéquate. Et donc, moi, je suis vraiment, depuis très longtemps, pour forte intensité statine et ezetimibe avant la sortie. On check à 1 mois et on intensifie le traitement pour les patients qui sont au-dessus de 70 mg par décilitre. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais les recos, on ne sait pas, on discute. Il y a plein d'éléments pour ça. Et on va conclure avec l'étude de l'Apitié. Je fais un peu de pub pour l'étude de Gilles Montalesco. On a bien avancé, ça s'appelle Amundsen, où on met tout d'emblée versus le step by step. Et on verra, c'est à 3 ans de suivi, on verra ce que ça donne en événement ischémique. Si je me plante, je reviendrai faire mon mea culpa. Mais je ne pense pas que je vais me planter.
Et donc, en pratique, il y a aussi la lipoprotéine petit a. Alors, lipoprotéine petit a, qui la dose? Minorité, hein. C'est-à-dire que minorité, vous faites plus de score 2 que la lipoprotéine petit a. Alors, si vous voulez mon avis, faites moins de score 2 et plus de lipoprotéine petit a. D'accord? La lipoprotéine petit a, moi, je m'y intéressais quand c'était pas à la mode. La lipoprotéine petit a, elle est déterminée génétiquement. Écoutez bien, hein, parce que ça vous servira en pratique. Elle est déterminée génétiquement. Elle n'est pas modifiée par les traitements hypolipémiants. Elle n'est pas modifiée par l'alimentation. Elle est pro-athéroscléreuse, mais elle est aussi pro-thrombotique et pro-inflammatoire. Et en plus, ça va intéresser Christophe Cossin, qui le sait très bien, ça favorise les lésions des valves aortiques. D'accord? Donc, quelqu'un qui a un RAC, c'est un sujet jeune, pensez à doser la lipoprotéine petit a. Alors, je connais les cardiologues, j'ai un groupe WhatsApp avec beaucoup de monde, ils disent « Ouais, mais la lipoprotéine petit a, c'est génétiquement déterminé, on n'a pas de traitement spécifique, donc ça sert à rien. » Non, ça sert à rien, ça sert juste à stratifier beaucoup mieux votre risque, à traiter de façon intensive les autres facteurs de risque et à dépister une éventuelle sténose aortique. Et en plus, il faut faire un screening familial pour savoir qui est porteur de l'hypoprotéine petit a, qui n'est pas porteur. Ça peut aider pour la prévention. Quelqu'un qui a une hypoprotéine petit a à plus de 100 mg par décilitre, s'il fume 5 cigarettes par jour, on va l'inciter fortement à avoir un sevrage tabagique complet. Donc ça, c'est très important. Et moi, ça m'aide en pratique parce que j'ai un patient qui est aux alentours de 60 mg par décilitre de LDL sous traitement. 60 mg, c'est pas mal, on n'est pas loin des 55, il n'y a pas de grande variation. S'il a une lipoprotéine petit a élevée, en attendant les traitements spécifiques, je vais intensifier son traitement. Je vais essayer celui-là, je vais essayer de l'amener à 30. Parce que effectivement, ça augmente le risque. Et donc, ce qui arrive aussi, c'est l'icosapent-éthyle que vous connaissez, Reduce It. Donc, l'icosapent-éthyle, c'est 4 grammes par jour. Ça ne passe pas par la baisse des triglycérides, mais dans cette étude Reduce It, et il y a une étude aussi en prévention primaire qui est passée inaperçue, qui s'appelle JELIS. À 4 grammes par jour, on diminue les événements cardiovasculaires chez les gens qui ont plus de 135 mg par décilitre de triglycérides. On s'en occupe aussi pour les patients qui ont un cancer. Alors, j'ai regardé l'étude, parce que moi, quand j'ai vu ça, je n'étais pas hyper convaincu. Je ne me rappelais plus d'études randomisées chez les patients qui ont un cancer. Et finalement, c'est une étude de Mattia Galli, qui est un brillant Italien. Donc, c'est une méta-analyse de Mattia Galli. Et c'est assez étonnant parce que ça passe pas par des événements, réduction des événements athérosclérotiques, ça passe par une amélioration de la fraction d'éjection. Donc, c'est quand même à voir le niveau de preuve. Ils ont mis 2A, B, ils ont raison, parce que le niveau de preuve n'est pas génial. Il faudrait vraiment des études dédiées en oncologie. Et donc, ce qui nous reste à voir, c'est qu'il y a beaucoup d'études randomisées qui manquent. Parce que vous faites le score calcique. Qu'est-ce qu'on fait en fonction du score calcique? Alors vous dites, ah non, mais les recos, moi je suis très reco, les recos, elles me disent, au-dessus de 1000, il faut faire une coronarographie. Il n'y a aucune preuve, parce que ce n'est pas parce qu'on est calcifié qu'on est sténosé. Donc au-dessus de 1000, est-ce qu'il faut faire une coro? Est-ce qu'il faut faire des tests d'ischémie? Moi, de façon empirique, je fais des tests d'ischémie, mais j'ai peut-être pas raison, hein. Mais personne ne sait. Après, à 400, voilà, 400, ça veut dire quoi? Si vous regardez les scores calciques, ce qui compte, c'est aussi la localisation. C'est pas la même chose d'avoir tout sur le tronc commun et tout varié. Je peux vous montrer 2 scores calciques à 200 avec des topographies complètement différentes et des risques complètement différents. Ce qu'on oublie aussi, c'est la femme. À surface identique, la femme, elle a un risque plus que doublé par rapport à l'homme. Donc le score calcique, ça va être rendu en fonction aussi du sexe et de l'ethnie. Donc vous voyez, c'est pas si simple. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Alors les recos vous disent, il faut mettre de l'aspirine. Ok. C'est quoi l'étude randomisée qui dit qu'il faut mettre de l'aspirine? Ah bah il n'y en a pas, c'est dommage. Alors est-ce qu'il faut mettre de l'aspirine en prévention primaire? Bah oui, on a Aspri, Advance et la dernière, et les gens saignent plus qui réduisent les événements ischémiques. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais le niveau de preuve il est quand même nul. Donc il faut faire des études randomisées. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les risk and answer? Vous avez vu, je vous ai mis les ovaires polykystiques, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne sait pas à combien on doit baisser en fonction du nombre de risk and answers ou en fonction de l'intensité. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'études à faire. Et puis qu'est-ce qu'on va faire avec les individus qui ont une lipoprotéine A élevée? Alors il y a un gradient, 50 ça commence à augmenter, mais 70 encore plus, 90 encore plus, et 130 on n'en parle même pas, c'est un équivalent d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement en termes d'objectifs? On attend. Le plus simple, c'est quand on aura les inhibiteurs spécifiques, il y en a 3 en cours de développement. Les prochains qu'on va avoir, ça va être Pelacarsen et Olpasiran, en études randomisées qui seront bientôt terminées.
Mais maintenant, on verra chez qui ça bénéficiera. De toute façon, ce seront uniquement chez des patients en prévention secondaire. Donc voilà où on en est. Et je voulais vous dire donc que les recommandations doivent protéger les patients des non-experts et que par contre, les experts doivent protéger les patients des recommandations. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Soyez pas timide. Oui, il y a une dame là-bas. Micro. Merci pour votre excellente présentation. En fait, comment expliquer que les recommandations disent qu'il faut un LDL de moins de 0,55 en prévention secondaire, alors que les anti-PCSK9 ne sont remboursés qu'à partir de si on a un LDL supérieur à 0,7? Non, ça c'est bien parce qu'en fait, c'est quand on est en dessous de 55, c'est pas seulement les PCSK9. Vous vous rappelez, Improve It, tout le monde l'a oublié, mais Improve It, ça a 10 ans, c'est New England. C'était statine, ezetimibe versus statine seule, et les gens étaient en dessous de 55. Donc déjà, ezetimibe, statine, si on arrive en dessous de 55, déjà c'est bien validé. Les PCSK9 inhibiteurs, pourquoi on a mis au-dessus de 70? Déjà, c'est pas mal au-dessus de 70. Il y a des pays, c'est au-dessus d'1 gramme. Parce que quand vous regardez ce qui compte, et on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais il y a Vesalius aussi, ce qui compte, c'est la réduction du risque absolu. Et on s'aperçoit qu'entre 0,70 et 0,55, la réduction du risque absolu n'est pas majeure. Donc quand les gens restent au-dessus de 70, qu'on intensifie avec des traitements qui sont quand même chers, ça semble tout à fait pertinent parce que la réduction du risque absolu est importante. Mais à partir de... C'est pour ça que je vous disais, quand on récidive en dessous de 55, de dire qu'on va baisser en dessous de 30... Sincèrement, en réduction du risque absolu sur le cholestérol, ça ne me paraît pas hyper pertinent, quoi. Par contre, si on arrive à 30 spontanément avec les traitements, c'est très bien. Ça, on le sait. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous voyez, c'est deux choses différentes. En fait, c'est les patients qui sont déjà sous statine, ezetimibe et qui ont un LDL entre 0,55 et 0,7. Ouais, c'est déjà très bien. La caisse d'assurance ne remboursera pas. À juste titre, à juste titre, ils l'ont pas fait exprès. Eux, ils le savent pas. Mais en termes de réduction du risque absolu, par rapport au prix du PCSK9 inhibiteur, je pense que c'est pertinent. Mais ils font pas forcément ce raisonnement-là. Hein, mais moi, je fais ce raisonnement-là. Donc ça me choque pas. Par contre, qu'on ait une raréfaction des PCSK9 inhibiteurs, c'est un problème. Et qu'on ait l'inclisiran qui soit pas disponible, parce que l'inclisiran, ils ont l'indication. Ils n'ont pas le remboursement. Et après, on peut dire, oui, mais ils n'ont pas encore les études randomisées en prévention secondaire qui sont Victorion-Toupie, qu'on fait à la Pitié, et Orion 4. Mais en attendant, on sait quand on baisse le LDL cholestérol avec une excellente safety, comme c'est le cas de l'inclisiran, moi, j'ai pas de doute que ça va fonctionner. Hein. Il y a une question au fond de la salle. Merci. Moi, je vois plus. J'aimerais que vous nous... Présentez-vous, moi j'aime bien que vous vous présentiez. Moi, Dr Ndage, je suis praticien au CH de Montauban. CHU de quoi? CH de Montauban. Très bien, Ouais. merci. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous, dans votre pratique, par rapport à la désescalade, c'est-à-dire, c'est bon d'atteindre l'objectif. Maintenant, lorsqu'on atteint l'objectif, comment est-ce que vous réduisez la dose des statines? Parce que pour ma petite expérience, j'ai remarqué que les patients, quand ils atteignent l'objectif, dès qu'on commence maintenant par diminuer les doses de statine, il y a d'autres qui, même en respectant les mesures avec un régime hypolipémien, on a le taux de... Oui, parce qu'en fait, le régime méditerranéen, il diminue les événements cardiovasculaires, mais la baisse de LDL liée au régime méditerranéen, elle est très marginale. Donc en fait, c'est le temps d'exposition. Ce qu'il faut comprendre pour les hypolipémiants, pas seulement les statines, hein, les éthymides, les autres hypolipémiants, ce qui compte, c'est le temps d'exposition. Donc quand vous avez une hypercholestérolémie familiale hétérozygote qui n'est pas traitée, ça va se déposer au cours du temps, tout au long de la vie, et ça va se manifester à 35 ans, 40 ans, 45 ans. À l'inverse, quand vous traitez vos patients, si vous relâchez, c'est une perte de chance. Et ça, c'est pas un concept. C'est-à-dire que le temps d'exposition sous traitement est fondamental. Et je vais vous donner une expérience que les cardiologues connaissent bien, c'est l'étude Fourier. L'étude Fourier, c'est avec l'évolucumab, en plus de statine et ezetimibe, et comme c'était Amgen, ils étaient... voilà, on est des nouveaux, on est excités, machin. On s'arrête au bout de 3 ans. Alors, bien sûr, il y a, comment ça s'appelle le journal là, qui dit toujours que c'est pas bien les médicaments, là, comment ça s'appelle médecine générale, là. Prescrire. Alors, prescrire, dire, ouais, ça diminue les AVC, ce qui est déjà pas mal, hein. Ça diminue les infarctus, mais ça diminue pas la mortalité cardiovasculaire. Bah oui, parce qu'il y a une méta-analyse qui s'appelle les CTT. À 3 ans, vous diminuez pas la mortalité cardiovasculaire. Et heureusement
il y a eu Open Label Extension pour Fourier. Et donc, on a continué à 5 ans. Et oh là là, c'est bizarre, ça correspond exactement à la méta-analyse des CTT. C'est-à-dire que quand on continue à baisser à 5 ans, on réduit la mortalité cardiovasculaire. C'est magique. Hein. Il n'y a rien de magique. C'est-à-dire que quand vous prenez l'acide bempédoïque qui est sorti, qui n'est pas encore en France, il y a Clear Outcomes. Clear Outcomes, ça baisse de 20%. Vous prenez vos patients, quel est le risque des coronariens? Vous les baissez pendant 3 ans. Quand vous baissez de 20% pendant 3 ans, moi, je suis Madame Irma, 20% pendant 3 ans, vous faites la courbe de régression des CTT, méta-analyse ancienne, et vous retrouvez exactement les mêmes résultats. Alors, eux devaient le prouver parce que c'était une nouvelle molécule, mais en termes de résultats, quand vous baissez la POB ou le LDL cholestérol, vous retrouvez parfaitement ces résultats. Et une question, Pierre. Merci pour ton topo, toujours aussi dynamique et ce show magnifique. Autant pour la prévention secondaire, on a longtemps dit que lower is the best et qu'il fallait, qu'on a continué, donc on est passé de 0,7 à 0,55. Autant dans la prévention primaire, chez ce patient à haut risque ou à très haut risque, il faut être aussi à 0,55 avec maintenant le coroscan et des scores calciques sur des patients qui ne demandent rien à personne. On leur demande un coroscan parce que dans l'ESC guideline, on hésite entre un risque modéré et un haut risque. Ouais, on lui trouve un score calcique à 400, le patient se plaint de rien, c'est écrit sur le compte rendu, vous êtes à très haut risque cardiovasculaire, et les patients sont affolés, viennent nous voir, il faut que je prenne Taor 80 maintenant et c'est timide, alors que j'ai un LDL à 0,8 et que tout va bien. Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je ne me suis peut-être pas suffisamment expliqué. On manque d'études randomisées. Oui. Tout ce qui est marqué sur le score calcique, comme c'est enregistré, donc c'est suboptimal, on va dire, d'accord? Avec un niveau de preuve qui est quand même proche de la ligne du 0. Parce que quand vous regardez quand vous dites l'aspirine, regardez toutes les recos sur l'aspirine. Hein. Là, je me suis pas fâché avec Valency, mais enfin, il m'invitera peut-être plus. Mais Paul Valency, à un moment donné, je l'ai challengé. Je dis, c'est quoi le niveau de preuve, là? En diabéto? Non, mais je veux dire, c'est n'importe quoi, pour parler clairement. C'est le niveau de preuve est nul. Qu'on le dise. On dit, on fait ça, on considère que nous, faut faire ça, mais il faut dire le niveau de preuve est nul. Parce que le score calcique, avec l'aspirine, c'est quoi l'étude? Il n'y a pas d'étude. Et donc, les Américains disent, ouais, on va se réunir, qu'est-ce que t'en penses, Barbara? Ouais, c'est bien, 100, 400, ok. Bon, on va mettre un peu d'aspirine. Ouais, ça, c'est une bonne idée, John. Ok, le niveau de preuve est nul. Ok? Ah. Non, mais regardez les études, je vous donne les noms. Les études, c'est ASPRI, Advance, et c'est négatif. Les gens saignent plus. Et l'étude avec le score calcique, vous allez dire, non mais c'est l'étude Cardia. L'étude Cardia ou l'étude MESA, ce sont des registres où on récupère les événements ischémiques et on ne tient pas compte des événements hémorragiques. Donc comment vous voulez faire la balance en prévention primaire? Et donc les gens qui vous disent, faut être en dessous, quand on a un score calcique à 1000, il faut être en dessous de 55, c'est par analogie en termes d'événements au coronarien, mais c'est une analogie. Il faut se méfier des analogies parce qu'on sait très bien que le HDL, on s'est dit, écoutez, c'est pas grave, le HDL est bas, on va remonter de 50%, on va avoir des super bénéfices. Vous rappelez les études, hein, notamment on a participé à Dalgene, les études, 0 bénéfice. Donc il faut toujours se méfier, il faut toujours finir complètement l'étude, et il faut des études randomisées qui montrent que l'aspirine, en fonction du score calcique, ou le LDL à obtenir en fonction du score calcique, c'est ça. Et pour l'instant, on n'en sait rien. Il faudra une étude comme a fait Amarenko en euros, comme TST, il faudra une étude où on dit, on a un score calcique à 400, il y a un groupe qui diminue en dessous de 70, il y a un groupe qui diminue en dessous de 55, et on regarde les événements. Et ça, ce serait une vraie étude. C'est vrai que pour la prévention primaire, on n'a pas grand-chose non plus, alors qu'il faut baisser très fort le LDL, quoi. Une dernière question. Oui. Stéphane Andrieux d'Avignon. J'ai peur de la réponse, mais je la pose quand même. À propos des scores, moi, alors, je suis bien conscient que c'est pas la panacée, évidemment, mais quand j'ai envie de traiter le patient, en fait, je m'en sers pour le convaincre, parce que j'imprime le résultat et je lui donne, et il voit qu'il a un risque élevé, et ça le convainc. Est-ce que j'ai raison de faire ça ou Alors, moi, vous avez des patients particuliers, parce que moi, mes patients, si je leur montre un risque à 12% en disant que c'est un risque élevé, ils me disent, moi, dans 12%, dans 88% des cas, je fais rien, quoi. Donc le score, rappelez-vous que les scores, c'est à 10 ans. Donc moi, je trouve que l'imagerie, ça arrive à convaincre. Enfin, moi, j'ai pas mal de patients casse-pieds qui m'envoient tous là, ces bandits. Ils disent allez voir Pierre Sabouret parce qu'ils veulent pas prendre des statines ou des hypolipémiants. Et l'imagerie, ça permet de convaincre quand même. Parce que moi, je leur dis écoutez, je suis comme vous, je n'ai pas envie de prendre un traitement. Malheureusement, regardez, vous avez un score calcique à TOT et en plus c'est sur l'IVA proximal.
Donc, c'est pas très sympathique. Ou alors, sur les plaques carotidiennes, je leur dis, vous savez, moi, je suis comme vous. Pour l'instant, je prends pas de traitement, mais ça m'amuse pas de prendre un traitement. Mais regardez, vous avez de l'athérome sur les 2 carotides. Donc, on peut faire régresser. Et puis aussi, il faudrait arrêter que les médecins disent qu'on peut pas faire régresser l'athérosclérose. Je suis un peu fatigué avec ça. Donc, c'est depuis Reversal, c'est 2006. Donc, c'est quand vous voulez, 2006, 2025. Ça fait quand même 19 ans qu'on sait qu'on peut faire régresser l'athérosclérose. Mais il faut baisser d'au moins 50% le LDL. Et il faut le maintenir. Et plus tôt on le prend, mieux c'est. Tout à fait, madame. Quelqu'un d'autres questions? Moi, j'ai une question pratique. Qu'est-ce que tu fais pour un patient coronarien qui, après le traitement hypolipémiant, présente un LDL à 0,1 ou 0,25? Voilà. Est-ce que tu allèges le traitement hypolipémiant ou tu laisses comme ça? Alors, il y a un article qui s'appelle Low LDL and Safety. Is there still a matter of debate? C'est écrit par nous, European Heart Journal. Non, franchement, sincèrement, s'il est à 0,1, nous on a ça à la pitié parce qu'avec Gilles Montalesco, on a des patients qui sont même avec des scores, des LDL négatifs. Mais c'est faux. Parce que c'est la formule de Friedewald qui est fausse, donc il faut doser le LDL. Mais peu importe. Quand on a un LDL bas, moi je pense que l'idéal c'est aux alentours de 30 mg, Alexandrou. Donc en fait, s'il a 0,04, et il dit ouais 0,04, machin, admettons un calcul direct, pas la formule de Friedewald est fausse, mais peu importe. Ce qu'on peut faire, c'est il est forcément sous statine, ezetimibe et PCSK9. Ce que vous pouvez faire, c'est, alors il n'y a peut-être pas les sponsors, mais tant pis, s'il y a les sponsors, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter les intervalles. C'est-à-dire, au lieu de faire un PCSK9 tous les 15 jours ou une fois par mois, vous augmentez un peu l'intervalle. Vous faites tous les mois ou toutes les 6 semaines. Et donc, ça permet d'avoir un LDL bas, aux alentours de 30 mg par décilitre, avec une bonne tolérance. Et comme ça, c'est très bien. Et si on relâche, par contre, le risque réaugmente. Je vous le dis comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va clôturer cette session et le congrès. Un grand merci aux orateurs, aux journalistes et à Jean-Louis Hirsch, directeur de congrès, et tous les membres, et également le président Walid Amara, vice-président Franck Albert. Bonne journée.